Il est 8h10, bon début de journée sur RCF. Et alors que les députés ont commencé hier l'examen du projet de loi santé, 23 articles pour métamorphoser le paysage de la santé en France selon l'ambition affichée. Notre grande invitée est médecin hospitalier, vice-présidente de la commission médicale d'établissement, la CME, de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. La CME, c'est le parlement des praticiens où siègent les représentants élus des médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes de l'AP-HP. Il y a un an, elle lançait un cri d'alarme pour sauver l'hôpital public, un appel signé par plus d'1 millier de médecins en France. Bonjour Anne Gervais. Bonjour. Alors vous êtes donc hépatologue à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes l'une des organisatrices des débats qui ont eu lieu à l'intérieur de l'hôpital public parisien le mois dernier dans le cadre du grand débat national. Quand on permet au personnel hospitalier de s'exprimer librement, le malaise est palpable ? Alors oui, le malaise est palpable, mais en même temps, ils sont très heureux. Ils gardent de l'énergie, ils souhaitent se réunir, montrer quels sont les problèmes et essayer de trouver des solutions. Mais quand même, l'hôpital est à bout de souffle aujourd'hui ou on exagère un peu ? Ah non, je pense que réellement, on a un taux de fuite des médecins, mais aussi des infirmières, un turnover qui prouve que les choses ne vont pas, ça c'est vrai. Qu'est-ce que disent ceux qui se sont exprimés lors de ces rencontres ? Alors, ils disent tous la même chose. On a été dans 7 sites, 7 hôpitaux, on a eu partout les mêmes échos. Premièrement, on manque de temps. Le temps, c'est quand même des moyens humains, donc c'est forcément des effectifs, de l'argent. Ce temps pour échanger et avec les patients et entre nous. Le dialogue, c'est le deuxième thème, est très important et quels que soient les niveaux de responsabilité, de l'aide-soignante au chef de pôle, tout le monde dit... Tous ces personnels-là étaient représentés ? Absolument. C'est ça qui était fascinant et ils ont tous trouvé extrêmement appréciable de pouvoir se réunir indépendamment des fonctions et des statuts. Je crois que ça prouve le fait qu'on est tous embarqués dans le même bateau, on vit tous la même chose et on est tous désireux de sortir quelque chose de positif. Donc on manque de temps. On manque de temps, ça c'est fondamental. Et le temps, c'est des moyens. On ne peut pas tourner autour. Ça revient à financer quand même d'une autre façon l'hôpital et laisser du temps aux gens pour échanger, soigner mieux accueillir les patients. C'est aussi du temps. On ne peut pas remplacer quelqu'un à l'accueil par une machine. Donc le manque de temps, on manque d'argent et ça se traduit par un manque de lits ? Alors, les lits, on peut comprendre qu'il y a une modification des pratiques. C'est vrai qu'on a baissé à peu près de 5% nos lits en France dans les dernières années. Mais en même temps, on a accru l'hospitalisation en journée ou l'hospitalisation à domicile. Les soins ambulatoires ont cru de 50% en 10 ans. C'est vraiment quelque chose de très important. Je pense aux consultations et actes externes. Mais pour tout ça, il reste qu'il faut des effectifs pour soigner les gens, y compris chez eux, se déplacer. On peut organiser les choses différemment, mais il faut mettre les moyens. Ce malaise des soignants, ça se traduit comment concrètement ? Ça se traduit par un taux d'absentéisme quand même. On a 6 à 10% selon les hôpitaux de personnel paramédical absent. Ça se traduit par du burn-out. C'est vrai, de plus en plus. C'est pas propre à la France. Cette espèce d'emballement du système de santé est vrai partout en Europe. On l'a prouvé en rencontrant les autres grands hôpitaux européens. Mais on a quand même des choses qui ont été écrites. On sait comment faire. On a, depuis le début des années 80, une littérature sur ce qu'on appelle les hôpitaux magnétiques, ceux qui attirent les soignés et les soignants. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux, il fait bon travailler et d'autres non. Et quelle est la différence ? La différence, on la situe sur une chose, le taux de satisfaction des infirmières. Je ne parle pas des médecins, je ne parle pas des soignés. C'est là où les hôpitaux ont des infirmières satisfaites, elles sont satisfaites de la façon dont elles travaillent. C'est les hôpitaux où il fait le mieux vivre. Quand l'infirmière va, tout va ? Exactement. Et là, je pense qu'elles ne vont pas du tout. La troisième chose, que j'ai parlé du temps et du dialogue. Oui, des dialogues et des moyens. La troisième chose, c'est quand même qu'on a les paramédicaux parmi les moins bien payés d'Europe. Alors, je ne dis pas que l'argent fait tout, mais enfin, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. On précise les paramédicaux ? Alors, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les orthophonistes, les diététiciennes, les psychologues, tous ceux qui ne sont pas médecins. Voilà. Et eux, vraiment, on manque de respect quelque part pour ces professions ? D'une certaine façon, dès lors qu'on se retrouve au 26e rang des pays OCDE sur 29 en tant que paye, je veux dire que par rapport au salaire moyen, nos infirmières sont au 26e rang, l'avant-dernier.
c'est quand même la preuve qu'on ne respecte pas tellement ce qu'elles font. Alors, elles sont 200 000, c'est beaucoup d'argent pour réussir à mieux les payer, mais je crois que ça devient indispensable, et particulièrement à Paris, où on ne peut pas se loger. Je veux dire, comment on fait là où le coût de la vie est 30% supérieur? Alors, on n'a pas un travail très satisfaisant quand on est dans une production intense, où on a l'impression qu'on torche le boulot, où on va trop vite, où on manque de temps. Et en plus, pour rentrer chez soi, on fait 1h30 de transport. C'est pas possible. Donc, il faut aussi s'attaquer à ça. Oui. Anne Gervais, tous ces personnels en souffrance, ils sont encore motivés. Est-ce qu'on a encore des vocations aujourd'hui pour être infirmière, pour être kiné à l'hôpital? Alors oui. C'est ça qui est ça merveilleux. Le miracle. C'est au moment où on est avec nos patients, c'est vrai, enfin je dis nous, c'est pas bien d'avoir un pronom possessif, mais au moment où on est en contact avec les patients, au moment où on fait son métier, tout le monde est content. Quand on le fait bien, on est très heureux. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui veulent continuer. Être interne de nos jours, c'est vraiment être motivé. Et le fait que les réunions, dans le cadre du grand débat, aient été plébiscitées, c'est la preuve que les gens ont l'enthousiasme de continuer et de trouver des solutions. Donc, je pense qu'il est temps de les écouter. Ouais. Quand les soignants souffrent, les patients souffrent aussi? On a une corrélation directe entre la qualité de vie au travail et la qualité du travail produit. Ça, c'est également prouvé et publié. Je l'ai dit, en janvier 2018, vous avez initié un appel pour sauver l'hôpital public, un appel qui a connu un certain succès. Je crois qu'un millier de médecins l'ont signé. Vous aviez particulièrement dénoncé la tarification à l'acte. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit? C'est-à-dire qu'on est financé en fonction de l'activité. Et alors, c'est pas complètement délirant. On se dit, quand on fait une prothèse totale de hanche, on va être financé pour la prothèse totale de hanche. Si en une semaine, vous en faites 3, vous aurez 3 fois le financement. Donc, ça induit une espèce d'intensification de l'activité pour être payé pareil, car, et c'est là le problème, chaque année, les tarifs baissent, puisqu'on augmente le nombre de prothèses totales de hanche, de cataractes opérées, de prostate ou autre. On est bien forcé, comme on a une enveloppe fixe, d'en baisser les tarifs. Et en fait, au cours du temps, les coûts se sont éloignés des tarifs. Ça n'a plus de sens. Et moi, il y a quelque chose qui me semble fondamental, et c'est vrai pour tous les soignants. On doit travailler pour soigner, être financé pour. On ne doit pas travailler pour gagner de l'argent. Ça n'est pas le sens de notre métier. Et la T2A, la tarification à l'activité, c'est travailler pour gagner de l'argent. C'est la philosophie de l'hôpital public qui a été changée? C'est d'une certaine façon, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'on travaille pour une performance économique, on va dire médico-économique, pour être gentil, mais plus tellement pour la santé publique, pour le soin aux patients. Ça n'est plus ce qui va forcément primer dans les réunions au plus haut niveau. Pour certains, cette réforme de la tarification à l'acte, c'est la cause du naufrage de l'hôpital public. C'est exagéré de dire ça? Alors, en même temps, on a tout un secteur qui n'est pas payé à l'acte, qui est la psychiatrie, qui est aussi dans la difficulté majeure. Donc c'est pas que ça. C'est-à-dire, c'est aussi la sous-dotation. J'étais arrivée avec toutes mes antisèches. Dans les antisèches, il y a la note de France Stratégie de janvier 2019 sur la dépense publique en France. En fait, l'hôpital public est moins financé qu'ailleurs. Si on se compare à nos voisins, on a 0,5 points de richesse, de PIB, de produit intérieur brut, en moins consacré à l'hôpital public qu'ailleurs. Donc, qu'on soit en dotation annuelle ou en tarification à l'activité. Donc finalement, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on ne donne pas assez d'argent pour l'hôpital? Ça l'est en partie, les deux, mon général. C'est à la fois le fait qu'on nous demande de travailler pour l'activité, pour gagner de l'argent en perdant de vue l'objet de notre travail, ça c'est la T2A, et au passage, on nous baisse nos tarifs. C'est bien les deux le problème. Alors aujourd'hui, Anne Gervais, le projet de loi santé, Ma Santé 2022 défendu par le gouvernement est discuté depuis hier par les députés. Est-ce que ce projet de loi vous rassure sur cette question de la tarification à l'acte? La ministre s'est engagée à en finir avec les hôpitaux entreprises. Alors, pas complètement. Ma Santé 2022 part du constat du morcellement des soins primaires qui ne sont pas organisés. Les généralistes, vous n'en avez pas, ou éventuellement ils sont tout seuls dans leur cabinet. Il y a un problème de répartition en France de la médecine de proximité. Il y a des endroits où on n'en a pas, y compris en banlieue parisienne. Mais donc on s'attaque à ça, il va falloir 10 ans pour en sortir. C'est une bonne chose de s'attaquer à ça, mais ça ne résout pas le problème maintenant. Et l'hôpital ne peut pas tenir 10 ans comme ça. Ça, non.
Dans le projet de loi discuté, il y a la réorganisation de l'offre de soins avec la création d'un label pour les hôpitaux de proximité. Ça vous paraît intéressant, cette réorganisation territoriale ? Oui, faire 5 à 6 000, on va dire, dispensaires avec quelques lits, parce que ça revient à ça quand même. C'est un centre de consultation avec des lits de soins palliatifs ou de médecine polyvalente. Il n'y aura pas de plateau lourd, il y aura sans doute quand même de la radio, des choses comme ça, des consultations spécialisées. C'est bien, ça rapproche des patients un recours aux soins, ça c'est vrai. Mais là, maintenant, il faut s'occuper de la façon dont l'hôpital travaille. Je vous sens un peu en attente. Ah oui, il faut y mettre des effectifs, des moyens, du dialogue. Il faut forcer. Et tout ça, c'est pas dans le texte ? Ben non, non. Non, mais je comprends que l'organisation des soins doit être repensée, ça je suis d'accord. Mais il y a une urgence immédiate, parce que nos infirmières souffrent maintenant, nos internes sont en burn-out maintenant, nos praticiens hospitaliers s'en vont maintenant. Donc si je vous comprends bien... On a 30% de postes vacants, 27, de praticiens hospitaliers, actuellement. Anne Gervais, si je vous entends bien, le texte, il est intéressant, mais ne répond pas à la question fondamentale de l'hôpital public aujourd'hui. Absolument. Ce dont on parle beaucoup dans cette réforme, même si c'est peut-être pas le cœur du problème pour vous, c'est la fin du numerus clausus qui limitait le nombre de médecins diplômés et aussi la réforme des études de médecine. C'est un point important ou c'est encore un détail ? Oui, je pense que ça c'est... Non, vraiment... c'est pas... Mais rien de tout cela n'est un détail, je pense pas. Mais là encore... Ça passe toujours à côté du... Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut 10 ans pour arriver à ses fins. Quand on forme un médecin, il faut 10 ans pour avoir... entre l'étudiant qui entre en première année, 10 ans après, on aura un médecin. Donc on est en train de parler, pas de 2022, on est en train de parler de 2029 en fait. Donc c'est un vrai souci pour nous maintenant. Il y a encore 7 ans à tenir. Ouais, enfin 29 ça fait 10 quand même. 29 ça fait 10, vous avez raison. Donc non, c'est bien d'ouvrir, c'est bien de permettre à des gens qui vont pas forcément être les rois des questions courtes à réponse multiples, sortant de la terminale S, de s'investir dans des études. Il y a des gens qui ont des vocations, qui vont vraiment bien faire leur métier, qui ont des capacités humaines et qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se passer la barre de la première année. Si on arrive à faire ça, c'est bien. Il faut y mettre les moyens. Encore, je suis désolée de parler que dessous, mais les universités, pour former 20% d'étudiants en plus, il va falloir qu'elles aient les moyens aussi. Et ça, c'est pas prévu ? On va voir. Pour l'instant, on n'a pas le mode d'emploi. Vous évoquiez la question de la vocation. Travailler dans l'hôpital public, c'est une vocation aujourd'hui ? Oui, je pense que les gens y vont en sachant bien pourquoi ils y vont. Et c'est pour ça que les grands débats étaient intéressants, parce qu'on se rendait compte que, quel que soit le niveau de responsabilité, je le répète, tout le monde avait la même vision. C'est s'occuper des patients au mieux, 24/24, quelle que soit l'origine sociale. Finalement, il ne s'agit pas de gâcher l'argent, de ne pas s'en occuper du tout. Mais il s'agit quand même de faire primer le soin aux autres. Et ça, c'est la vocation de l'hôpital public. Qu'est-ce qui, pour vous, fait l'essence, justement, de l'hôpital public ? Parce que ce que vous nous dites, même tous les hôpitaux vous pourront le dire, privés ou publics ou pas. C'est rendre service au public. Et finalement, l'hôpital public, ça pourrait être des antennes en ville, rendre service au public. D'ailleurs, moi, je suis dans un hôpital en partie à Louis-Maurier, où on a des praticiens hospitaliers et des paramédicaux qui vont au centre de santé du coin. C'est-à-dire, quoi qu'en disent mes collègues libéraux, quand on est payé à 100% par la Sécu, par la collectivité, qu'on prend tous les patients, on est quasiment du service public, même si on est en ville. Donc l'hôpital public, c'est rendre service au public, et on a nos cousins, voire nos frères, qui sont les médecins de ville, les paramédicaux de ville, qui font du service public, dès lors qu'ils sont à 100% Sécu. Vous êtes en train de dire qu'ils l'ont un peu oublié, ça ? Il y a des endroits où ils n'ont même pas le temps de penser. Ils sont à fond ils sont un peu isolés, ils sont de moins en moins nombreux, donc ils ne peuvent pas prendre les patients en plus. Quand je vois l'amendement où on force mes collègues à prendre des patients en plus, il faut garder raison. Quand on a vu 40 patients sur une journée, on ne va pas faire correctement le 41e, quoi.
L'idée, c'est quand même de mieux travailler ensemble. Oui, ça c'est vrai. Public, privé, un médecin. Alors public, privé, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes quand même. Mais en tout cas, hôpital public et médecine de ville. Absolument. Ouais. Je voudrais vous lire un extrait du discours de la ministre hier à l'Assemblée nationale. Elle disait « Dans la détresse qui a éclaté avec fracas ces derniers mois, nous avons tous senti une société dominée par la peur de l'avenir. Notre système de santé est l'un des plus beaux outils pour rassurer, apaiser, pour redonner à chacun la fierté d'appartenir à une grande et belle nation. » Elle disait encore « Un pays qui sait soigner est un pays qui peut guérir. » Alors les soignants dont vous faites partie font partie de la réponse à la crise traversée par notre pays. Vous en avez la conviction ? Oui, certainement. La preuve, tous les grands débats ont quasiment abordé la partie sanitaire, ce qu'avait un peu oublié le gouvernement initialement dans les questions. Il y a une chose importante, un pays qui sait soigner, soigne ses soignants. Et là, pour l'instant, les soignants, ils sont malades. Il faut s'en occuper. Si vous aviez un rêve pour l'hôpital public, c'est qu'on nous laisse faire notre métier avec un petit peu du temps et qu'on nous laisse dialoguer et qu'on nous écoute. En fait, l'écoute de l'autre, c'est pas ceux qui font faire donnent des modes d'emploi à ceux qui font, c'est ceux qui font faire ont le retour de ceux qui font et qui savent bien ce qu'il faut faire aussi. Je vous remercie beaucoup, Anne Gervais, d'avoir été la grande invitée ce matin de la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes hépatologue à l'hôpital Bichat à Paris. Et puis, on l'a compris, en responsabilité au sein du Parlement des praticiens de la PHP, la commission médicale de l'établissement. Voilà, c'est ça ce nom barbare. Merci beaucoup à vous. Belle journée.